merci d'être présent. C'est pas facile pour tout le monde, parce qu'avec les grèves, j'en ai vu pas mal qui repartaient pour pouvoir récupérer les enfants. Donc merci d'être là. On est très heureux de pouvoir être présents tous les trois pour vous présenter là, notre retour d'expérience. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir fait confiance en fait, dans le choix des sujets, et puis pour tous les efforts qu'ils font de préparation pour que l'Agile Tour puisse avoir lieu. Et puis aussi merci aux sponsors, sans qui ce serait vraiment difficile de réaliser cet Agile Tour. Donc merci aussi aux sponsors et aux partenaires. Alors de quoi on va vous parler? On va vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle va commencer par quelque chose qu'il y avait dans le titre, c'est se transformer pour de vrai. Alors il y avait une petite provocation dans le titre de notre conférence sur le CI/CD, peut-on se transformer pour de vrai? Et donc on va revenir sur ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, se transformer pour de vrai vers de l'agilité? Du coup ça va soulever une question, qu'est-ce que l'agilité? C'est une question qu'on entend souvent, et pour ça on a un modèle qu'on va vous présenter, qui est assez peu connu, et qui nous a donné pas mal de réponses à cette question-là, et qui fait aussi émerger des problématiques qu'on a rencontrées aussi dans la vraie vie. Donc on a en quelque sorte revalidé le modèle dans notre expérience. Et de ces problèmes-là, nous, on a trouvé une solution, c'est la solution qui marche chez nous, les immersions, qu'on va vous présenter aussi. Et puis on terminera par vous expliquer comment on a fait pour en arriver là, ces immersions, donc nos échecs, les fois où on s'est bien planté, et surtout qu'est-ce qu'on en a tiré comme apprentissage, en espérant que ça puisse aussi vous aider à éviter de tomber dans ces pièges. Donc voilà un petit peu l'histoire qu'on va vous raconter. Alors, qui sommes-nous? On va commencer par se présenter. Alors, Christophe Galland, je suis dans une équipe qui s'appelle l'Incubateur à la DSI de Pôle emploi, et je suis développeur maintenant depuis le siècle dernier. Bonjour, je m'appelle Rodrigo Garcia, donc développeur, donc je tape du code depuis 2007. Et depuis 2017, j'ai rejoint Pôle emploi au sein de l'équipe Incubateur, et depuis on essaie de changer les choses, on essaie d'accompagner les équipes pour qu'ils puissent faire de continuous delivery. Et puis moi, Jérôme Freville, moi je suis tombé dans l'informatique tout petit, j'ai touché un peu à tous les postes possibles autour d'informatique, et puis en 2009 je suis tombé dans le chaudron de l'agilité, j'ai pas pu en sortir, donc je suis devenu coach agile, et puis maintenant en fait j'ai repris avec plaisir le développement logiciel au sein de l'équipe, voilà. Sinon, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on est tous habillés pareil, en fait c'est un travail d'équipe. On accompagne en fait les équipes dans ces immersions. Et donc l'idée, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait aller jusqu'au bout de cette aventure, et puis les retours d'expérience, qu'on les fasse ensemble. Et c'est pour ça qu'on est tous là, quoi. Alors, on est à la DSI de Pôle emploi, donc je voulais juste poser quelques chiffres pour évoquer, donc c'est des chiffres annuels de l'année 2021, pour évoquer un petit peu les enjeux de notre DSI, et que vous puissiez voir un petit peu l'importance que ça peut avoir chez nous en France. Alors, on a par exemple 474 millions de visites sur le site pôle emploi.fr, 5 milliards de transactions en intra, enfin sur nos outils internes, en tout cas sur quelques-uns d'entre eux, qui sont au service en fait de nos plus de 58 000 agents Pôle emploi répartis sur le territoire. Et puis un autre chiffre, c'est presque 38 milliards d'euros d'indemnités chômage reversées donc aux demandeurs d'emploi qui ont ces droits à l'assurance chômage. Et pour faire ça, côté DSI, on est 1500 agents à la DSI, et on est très focalisé du coup à améliorer nos pratiques et améliorer nos compétences. Donc on est vraiment dans une démarche très forte de ce point de vue-là, de nous améliorer tous ensemble. Alors on va revenir sur qu'est-ce qu'on entend par se transformer pour de vrai. Alors on constate souvent dans les retours d'expérience qu'on peut parfois observer, ou les visites qu'on peut faire dans des entreprises, dans les grosses entreprises, les transformations agiles parfois, ça laisse un peu à désirer sur certains principes agiles. On se dit bon, ok. La culture, on a l'impression qu'elle n'est pas toujours très, très impactée en fait par ces transformations. Du moins c'est un autre constat. Et donc nous, se transformer pour de vrai, l'idée c'est d'avoir une transformation en profondeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe, si on se place au niveau d'une équipe,
c'est qu'on puisse observer des impacts vraiment visibles sur le fonctionnement agile de l'équipe. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce soit durable. C'est que quand les accompagnateurs s'en vont, l'équipe, elle va pas régresser, et même, elle va chercher à continuer de s'améliorer. Donc, si on a ces deux éléments réunis, on se dit que bon, on a réussi à avoir une transformation pour de vrai. Alors ça soulève la question, on a dit en profondeur, donc avoir des impacts agiles, mais en gros, qu'est-ce que c'est l'agilité? Alors, l'agilité, c'est un sujet vraiment complexe. On constate en fait qu'il y a plein de facettes possibles pour le comprendre, tout comme on peut voir en fait ce cylindre, et selon l'angle duquel on l'observe, on va voir soit un carré, soit un cercle, chacun étant dans la vérité, mais chacun étant incapable de comprendre l'autre, puisqu'on voit les choses d'un point de vue totalement différent. Et c'est parfois assez difficile de s'entendre, on entend pas mal de discussions, en disant telle partie de l'organisation, est-ce qu'elle est plus ou moins agile, etc. Il y a des désaccords vraiment des fois surprenants. Et puis surtout, quoi entreprendre en fait sur cette partie de l'organisation pour que ça puisse s'améliorer. Et donc par rapport à cette question-là, on va vous présenter ce modèle, alors, qui s'appelle Agile Fluency. Alors, levez la main ceux qui connaissent le modèle dans la salle. Bravo Jérôme, tu es tout seul. Donc en effet, c'est un modèle qui date de 2012, qui est assez peu connu étrangement, et que nous on trouve très intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, ça va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'agilité, et d'autre part, ça nous aide aussi à comprendre comment accompagner sur l'agilité, voire ça peut servir aussi aux équipes pour s'auto-challenger dessus. On le doit à James Shore et Diana Larsen, qui sont assez connus dans la communauté agile, et leur constat de départ, qui ont fait qu'ils ont créé ce modèle, ils constataient que les promesses de l'agilité ne sont pas toujours au rendez-vous, du moins c'est la perception en fait qu'il y avait dans pas mal d'entreprises, une certaine déception par rapport aux transformations agiles. Alors je vais vous le présenter rapidement, sachant que j'ai 5 minutes pour faire ça, c'est beaucoup trop court pour le présenter. En bas vous avez agilefluency.org, vraiment allez voir la référence sur ce site-là, il y a un petit livre blanc en français, qui est écrit en français. On a pris des libertés sur les mots, et en particulier les traductions en français, de manière à ce que ce soit facile à présenter. Donc n'hésitez pas à creuser, il y a beaucoup plus de choses dans ce modèle. Alors ce modèle, en fait, on va partir du pré-agile, on a un ensemble de personnes qui travaillent ensemble, et la première chose qu'on va faire, on va chercher à construire une équipe qui a des caractéristiques agiles. Donc caractéristiques agiles, je pense que vous les connaissez, on va avoir une équipe qui va être focus sur des objectifs, alignée sur ces mêmes objectifs, on va mettre en place de la transparence, de la recherche de feedback, on va être orienté valeur, et on va chercher à mettre en place de l'amélioration continue, voilà, toutes ces caractéristiques-là. Comment on fait ça? On met en général du Scrum, du Kanban ou toute autre méthode que vous voulez. En gros, c'est un petit peu ça le principe. Et on accompagne comment? Avec du coaching agile, là aussi, que vous connaissez, c'est quelque chose de vraiment courant. Ils appellent ça l'agile fondamental. D'après eux, dans leur modèle, ça prend environ 2 à 6 mois pour qu'une équipe maîtrise bien cette zone. On va voir qu'on va avoir plusieurs zones différentes, ils appellent ça une zone de compétence. Donc c'est vraiment la zone équipe. Et pour certains, l'agilité, ça s'arrête là. L'agilité, c'est ça. Mais pour d'autres, il y a autre chose. Et donc notamment, il y a la partie qu'on appelle livraison, donc c'est la capacité de livrer quand on en a besoin en production. Et donc ça veut dire qu'on est capable de livrer très vite, et donc des choses toutes petites. Donc il y a tout un ensemble de pratiques qui se cachent derrière ça. On a les pratiques d'Extreme Programming, XP, les pratiques de Continuous Delivery, les pratiques DevOps, etc. Et ça nécessite un virage très important que chez nous, on constate très difficile, c'est les compétences, et les compétences essentiellement des développeurs. Donc là, il y a une marche vraiment très importante à faire. Et ça s'accompagne comment? Il faut amener l'expert auprès des développeurs. Donc les experts de ces pratiques-là, il faut qu'ils soient amenés vraiment au sein de ces équipes-là. Ils appellent ça l'agile durable dans le modèle, et il faut de 3 à 24 mois de plus pour maîtriser cette zone. Donc on voit que ça commence à être conséquent. Et là, peut-être que il manque quand même quelque chose. Il manque la valeur, l'optimisation de la valeur. C'est la zone qui suit juste après. Et là, ici, on est sur vraiment la capacité de répondre mieux aux besoins des clients, des utilisateurs. On va être dans tout ce qui est innovation, éventuellement de rupture, ce genre de choses.
On est sur des pratiques de type UX, Design Thinking, Startup, etc. Là, on voit bien qu'on va toucher beaucoup plus aux capacités, aux compétences des PO. En tout cas, on est proche de ces rôles-là. Et là, ils appellent ça les promesses de l'agile. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, si on maîtrise bien ces trois zones-là, on a quelque chose qui ressemble à l'agilité dans la plupart des personnes dans leur esprit, quoi, par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Ils disent que pour bien maîtriser cette zone, il faut de 1 à 5 ans. Donc on voit que c'est quelque chose qui est encore plus délicat que les précédents. Et il y a une quatrième zone, alors qu'on va juste aborder succinctement parce qu'on ne va pas en parler plus que ça. Ils sont dans ce qu'ils appellent le futur de l'agile, ils sont dans quelque chose d'assez prospectif. Et en gros, c'est l'optimisation du système. C'est les équipes qui décident d'elles-mêmes d'améliorer des problématiques transverses à l'organisation. Il y a plein de choses derrière ça, mais nous, on va vraiment rester sur les 3 premières zones. Alors, ce qui est intéressant de voir par ailleurs, c'est ce modèle, il n'est pas linéaire. Même s'il le semble l'être un petit peu, il n'est pas linéaire dans le sens où on peut commencer à progresser sur toutes les zones en même temps, ou mettre les efforts où on veut. Et en plus, on va trouver le chemin qu'on veut pour s'améliorer sur chaque zone. Par contre, il y a quand même un lien de linéarité quand même qui se cache quand on veut exceller dans les zones. C'est que par exemple, on va l'illustrer comme ça, pour exceller sur la valeur, eh bien, il faut exceller sur la partie livraison. De même qu'il va falloir être très 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 bon sur la partie équipe. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur la valeur, si vous voulez avoir les meilleures réponses possibles aux besoins des utilisateurs, vous avez besoin de livrer très vite en production des hypothèses de valeur et de pouvoir les valider, d'avoir des feedbacks et de pouvoir ensuite éventuellement pivoter et revenir, etc. Donc ça s'empile en fait si on veut exceller. Voilà sur ce modèle et on va revenir tout au long de la présentation sur ce modèle Agile Fluency qui va nous servir un petit peu de trame. Alors notre équipe, donc Christophe l'a dit, c'est l'équipe qu'on appelle l'équipe incubateur chez nous à la DSI. Notre mission, c'est d'aider à déployer le continuous delivery dans les équipes. Et on a une particularité qui est intéressante par rapport à notre problématique d'aujourd'hui, c'est que l'équipe, on la considère pluridisciplinaire, dans le sens où on a pas mal de bouteilles, on n'est pas tous là, on est 5 dans l'équipe, mais en fait on a une bonne connaissance globalement de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça peut être de l'expression du besoin, de la priorisation, ça peut être de la partie architecture, développement, pratique autour du continuous delivery, la partie infrastructure, la partie problématique en production, ça c'est des choses qu'on a une connaissance de tout ça, transversale. Et du coup, on est capable d'accompagner sur les 3 premiers niveaux d'Agile Fluency. La partie équipe, donc essentiellement Scrum chez nous, la partie livraison, continuous delivery, et la partie valeur. Et on constate simplement que dans les échanges qu'on a avec les autres entreprises, c'est assez rare d'avoir des équipes d'accompagnement donc, qui peuvent accompagner sur tout ça à la fois. Alors pour illustrer ça d'ailleurs, on va refaire un petit peu l'odyssée de l'agilité succinctement, hein, du moins notre vision de l'odyssée de l'agilité chez Pôle emploi. Donc c'est notre vision, donc c'est nécessairement biaisé. En gros, on a commencé l'agilité en 2009 sur la mise en place de Scrum, même si on avait commencé l'itératif incrémental avant, en 2003 ou 2005. C'est là qu'on a vraiment démarré l'agile et on voit qu'évidemment on est sur le niveau équipe. Ensuite, on a un programme DevOps lancé en 2012 qui adresse le niveau livraison, qui a eu un petit peu de difficulté à l'époque à vraiment cranter. Puis on a l'agilité à l'échelle en 2015 et on considère, nous, on a monté à l'échelle plutôt du Scrum, plutôt resté ici sur ce niveau équipe. Puis on a un programme Continuous Delivery qui se lance en 2018. Programme important pour nous dans la suite, puisqu'en fait on travaille pour ce programme-là. Et on va revenir dans la suite de la présentation sur ce sujet-là. Et puis aussi pour information, on a aussi des travaux sur la valeur avec des démarches autour du produit depuis 2019. Et ce qu'on peut constater ici, c'est que par rapport au modèle, notre vision fait qu'en fait on se rend compte qu'on est plutôt sur des initiatives qui travaillent à chaque fois sur une seule zone. En tout cas, c'est notre constat. Et justement, l'idée, sur ce programme Continuous Delivery, on va voir qu'on a cherché un petit peu à casser cet aspect monozone de l'accompagnement. Et je passe la main à Christophe. Merci. Alors Jérôme a commencé à en parler.
de la même manière qu'on a parlé un peu d'agilité, ça serait bien de définir ce que c'est le continuous delivery. Alors il y a plein de définitions, on pourrait faire une conf là-dessus, voire plusieurs. Pour résumer de manière très hâtive, le continuous delivery, c'est en fait l'ensemble des bonnes pratiques qui vont permettre à une équipe de livrer de la valeur en prod de manière rapide, sécurisée, le plus possible en toute autonomie, et ça avec des cycles vraiment rapides. Il y a vous allez trouver sur le net plein d'images qui peuvent définir ce continuous delivery, qui l'illustrent. Bon, on a pris celle-là. Il y en a une autre qu'on aime bien, c'est celle-là, parce qu'elle permet de mettre en valeur aussi une notion importante qui est le feedback. Si on veut délivrer quelque chose vite, l'idée c'est qu'à chaque étape du cycle de vie de votre produit, à chaque itération, on puisse avoir du feedback sur tout ce qui s'est passé. Si votre build a planté, si les premiers tests automatisés ont planté, si vous déployez en prod qu'il y a un problème, que votre produit ne se déploie pas ou qu'il se déploie mal, ou qu'il y a des erreurs après en prod, on a besoin d'avoir ce feedback rapide pour réagir rapidement. Mais c'est pas gratos en fait. C'est compliqué c'est joli sur les schémas, le continuous delivery, mais à mettre en place, c'est une autre histoire. Alors, ça pour illustrer ça, on a pris une carte de métro qu'on a créée dans l'équipe là avant 2018, dont Jérôme vous a parlé et dont on va reparler. On nous a demandé à notre équipe de travailler sur la mise en place du continuous delivery à la DSI, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, si vraiment on pouvait le faire déjà, et essayer de travailler, d'acquérir de l'expérience là-dessus. Donc on a pas mal joué avec ça, et à la fin, quand même, il a fallu restituer et faire des retours d'expérience sur ce qu'on avait appris et ce qui était intéressant ou pas. Et un des retours, une des formes qu'a pris ces retours, c'est cette carte, où on a essayé d'identifier toutes les pratiques qui nous paraissaient importantes pour faire du continuous delivery. On les a rassemblées par thème, par thème, suivant ce que vous voulez faire au niveau de votre cycle de vie. Alors derrière, c'est un site web, il y a des fiches pour expliquer comment ça marche, qu'est-ce que c'est, tout ça. L'idée, c'est pas de vous vendre la carte, l'idée, c'est juste de montrer que, en fait, c'est tout un ensemble de pratiques qui sont plus ou moins complexes à appréhender. Et la difficulté en plus qui se rajoute à ça, c'est que c'est assez compliqué de prendre une ou deux de ces pratiques au hasard, d'essayer de monter en compétence et d'avancer. Généralement, quand on n'en prend qu'une ou deux, on se crée une espèce d'instabilité qui vous pose autant de problèmes que ça n'en résout. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de les acquérir quasiment toutes, on ne va pas dire à 100%, mais d'en acquérir une grande majorité en même temps. Et c'est là que ça se complique pas mal. On va revenir juste un petit peu en arrière sur le contexte de la DSI dont Jérôme vous a parlé avant que démarre notre programme pour avancer sur du continuous delivery. Alors on était sur des choses assez classiques de grands comptes, oui. Donc du COBOL qui tourne sur des mainframes essentiellement, du Java qui tourne sur des serveurs d'applications eux-mêmes qui tournent sur des VM, des itérations de tout le SI qui est relivré à peu près tous les 3 mois. Et donc une itération en comptant la conception, le dev, tout ça, ça durait entre 6 et 9 mois. Autant vous dire que ça ressemblait quand même vachement à du cycle en V et du fallback. Alors en termes d'orga, bien sûr on avait les devs d'un côté, les ops de l'autre. Chez nous on a en plus poussé le vice à les mettre sur des sites différents, comme ça au moins on n'est pas emmerdé.
Évidemment, ils ne se comprenaient pas. Quand les devs buildaient quelque chose, ok, ils le buildaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait et ils le balançaient aux ops en espérant que quelqu'un le rattrape au vol et puisse par hasard savoir comment le déployer en prod. Et après le superviser, tout ce qui va bien. Donc évidemment, ça se passait moyennement bien. Enfin, ça fait rêver comme tableau, je vous l'accorde. En 2018, il y a un de nos capitaines, pour reprendre la métaphore de l'Odyssée et des voyages, qui s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on propose aux équipes d'avancer vers le continuous delivery, de se transformer pour faire du continuous delivery. L'idée était de faire ça, que ça soit à la volonté des équipes. C'était quelque chose qu'on voulait proposer, mais pas imposer. Généralement, ça ne marche pas super bien. De faire en sorte que les équipes gagnent en autonomie, de casser le mur qu'on a vu avant notamment, et d'essayer d'avancer, de leur fournir des outils pour avancer sur le continuous delivery. Alors pour ça, il y avait une boussole, le continuous delivery. Vous allez l'entendre plusieurs fois ce mot. Ça, c'était vraiment le chemin vers lequel on voulait aller et que toutes nos équipes, nos équipages se lancent dans l'aventure. Et pour ça, on s'est aussi aidé d'un moyen qui était une nouvelle plateforme de déploiement basée sur des conteneurs. On ne va pas aller plus loin sur le sujet, c'est pas le but. Ce qui a été produit, au final, c'est beaucoup de docs. Alors, pas que des docs théoriques, parce que c'est bien de faire la théorie, mais il y a un moment, ça va. Il y a eu des choses pour expliquer les différents concepts, les différentes pratiques dont on a pu vous parler, et des choses un peu plus théoriques, des sortes de recettes de cuisine, ce qu'on a appelé des starter kits, pour aider les équipes à démarrer en toute autonomie, à dire voilà, j'ai un nouveau projet, ou alors j'ai un composant, je trouve que je ne le livre pas assez vite et je veux améliorer la fluidité, je veux me lancer là-dedans, comment je fais? Donc on a eu tout un ensemble de docs sous forme d'un site dont le but était que les équipes puissent venir et commencer à se transformer en autonomie en leur donnant un chemin. Ça, c'était une chose. Il y a une deuxième chose qui a été mise en place, c'est pas mal de support aux équipes. Alors, soit via des équipes transverses qui pouvaient répondre à leurs différentes problématiques essentiellement techniques. Et une autre chose qui nous paraît pas mal intéressante, qui a été l'ajout d'Ops ou de personnes à profil Ops dans les équipes de dev, de manière à les aider à avoir une meilleure vue, toujours à casser le mur dont je parlais tout à l'heure, à avoir une meilleure vue sur les pratiques des Ops, à les sensibiliser et à travailler avec eux sur tous les aspects du cycle de vie de leurs produits. Ça s'est plutôt pas mal passé. On a plein d'équipages qui se sont lancés dans l'aventure. C'était plutôt pas mal. La nouvelle plateforme, j'allais dire est prise d'assaut, pas non plus exagéré, mais elle est vraiment très utilisée. Maintenant, il n'y a plus une équipe qui part et qui ne déploie pas sur cette plateforme de déploiement. Donc ça a plutôt pas mal marché. Mais on a un peu mal encore à nos pratiques. Je pense que ça va être pas mal pareil dans beaucoup d'organisations ou de DSI. La technique est généralement plutôt bien acceptée par les équipes. Au niveau des pratiques, c'est plus compliqué, notamment parce que je vous ai montré toute cette liste de pratiques là qui s'enchevêtrent un peu les unes les autres et qu'il est assez difficile d'acquérir en autonomie. Et on s'est aperçu que des docs, ça suffit pas, des supports, ça suffit pas, des formations, ça suffit pas, du coaching agile en pointillé, évidemment, ça suffit pas non plus. Du coup, on a développé, alors on l'a pas développé, hein, Rodrigo va vous raconter un peu l'histoire, mais je vais vous parler de la solution qui, pour nous, pour l'instant du moins, fonctionne. C'est ce qu'on appelle les immersions. L'idée, c'est la fusion de deux équipes. Une équipe qui veut se lancer et faire du continuous delivery, une équipe d'apprenants, et une équipe de sachants.
L'idée, c'est que les deux travaillent ensemble. On fusionne les deux équipes pour un certain temps, je vais en reparler. Et on travaille essentiellement en pairing et en vrai plutôt en mobbing. On fait du mob programming, donc pour ceux qui voient ce que c'est le pairing, le mobbing c'est juste au moins un de plus, enfin c'est plus de deux. On arrive et on propose à l'équipe d'avoir des sprints courts. À la DSI, le rythme classique est plutôt de sprint de 3 semaines. Là, on est sur des sprints d'1 semaine. Donc le rythme change pas mal. On fait, comme je vous l'ai dit, avec le mob programming, beaucoup de pratiques. On travaille vraiment avec les équipes sur leur quotidien, à leur poste de travail, et sur vraiment le produit qu'ils ont à faire. On ne travaille pas sur des Hello World. Et il y a évidemment un petit peu de théorie, parce que bon, faut bien expliquer 2-3 trucs quand même, de temps en temps. Le fil rouge là, de ces immersions, c'est le pass-to-prod des équipes. Alors le pass-to-prod, en fait, on peut résumer ça à l'ensemble des opérations que chaque équipe va devoir faire pour coder quelque chose et l'amener en prod. Et ça, de manière automatisée. L'idée, c'est qu'à la fin de ces immersions, le commit d'un bout de code puisse aller en production de manière totalement automatisée. Donc, on fait pas mal de techniques pendant ces semaines-là, avec le support d'un peu de fonctionnel, et on travaille vraiment sur le produit de l'équipe. Ça se déroule sur un temps long. Alors, le temps long, c'est super relatif en fait. Pour l'instant, la durée qui marche pour nous, c'est 1 mois, donc 4 sprints. Alors, c'est pas très long pour acquérir toutes les pratiques dont on a parlé, pour les aborder et tout ça. Mais en vrai, quand vous nous avez supporté 4 semaines déjà, ça fait assez long. Et par contre, la petite difficulté, c'est que ça demande quand même une adaptation permanente de l'équipe qui accompagne. Parce que, comme on travaille vraiment avec le contexte de l'équipe, on doit s'adapter chaque jour, pas chaque heure, mais au moins chaque jour, à ce que doit faire l'équipe, aux différents profils, aux compétences qu'ils ont pas, qu'il faut leur donner. Enfin, il y a tout un tas de choses, et au cours de ces 4 semaines, on s'adapte en permanence au rythme et aux avancées de l'équipe. Alors globalement, pour vous illustrer un peu ça, on a mis un timing, on va en parler très vite. Il y a une petite phase de préparation avant où évidemment l'équipe nous demande si on peut faire cette immersion-là. C'est à l'initiative de l'équipe, encore une fois, il n'y a rien imposé, ils font ce qu'ils veulent. On a une petite phase d'entretien individuel avec chaque membre de l'équipe pour cerner avec eux leurs attentes, leurs craintes, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà. Faire première connaissance avec l'équipe. Les 4 semaines après se déroulent sur des sprints classiques, je vous ai dit qu'on faisait des sprints, donc sprint planning, revue, rétro, les cérémonies classiques. La petite différence sur la première semaine, c'est qu'on a une journée de lancement. Alors pour ceux qui étaient là, la conf d'avant, ça ressemble vachement à l'atelier 360 dont tu parlais tout à l'heure. C'est une journée où on va rassembler dans une même salle les deux équipes et toutes les parties prenantes qui vont avoir de près ou de loin affaire à l'équipe et aux produits de l'équipe. L'idée est de faire avec eux un démarrage, en fait, simplement, on appelle ça une inception, mais de faire des ateliers du style, ça y est, voilà, event storming, merci, de faire, en gros, de mettre tout le monde au même niveau, que ce soit fonctionnel, sur l'architecture, généralement, qui a été pensée un peu avant, sur le fonctionnement de ces immersions, enfin, sur tous les sujets, on échange pendant une journée et on met tout le monde au même niveau. Les 4 semaines se passent, et dernière petite cérémonie, là qui est vraiment importante pour l'équipe accompagnante, c'est une rétro de l'immersion pour savoir ce qui s'est bien passé, mal passé, ce qu'on aurait pu améliorer.
Et ça, c'est vachement important pour nous améliorer à chaque itération et ajuster un peu notre principe et notre dispositif à chaque immersion. Et maintenant, je vais laisser Rodrigo vous expliquer comment on est arrivé à ce dispositif-là. Okay, donc... Avec un petit changement de pneumatique. Hop. Merci Christophe. Bon, Christophe vient de nous présenter le format actuel des immersions, mais comment nous sommes arrivés là? Tout d'abord, les concepts lui-même des immersions, nous avons emprunté à la société VMware Tanzu, ex-Pivotal, qui est la société propriétaire de la nouvelle plateforme que nous avons mis en place dans le cadre du programme de transformation Berlin CI/CD. Et cette société a utilisé ce dispositif pour accompagner 4 équipes à Pôle emploi, des équipes qui devaient démarrer de nouveaux projets sur la nouvelle plateforme. Nous l'équipe incubateur, donc nous avons vu que les résultats étaient assez bons, le fait d'utiliser ce type de dispositif. Nous l'avons pris, nous avons adapté à notre contexte. Et du coup, jusqu'à présent, nous avons pu réaliser 3 immersions. Et par la suite, je vais vous présenter comment ces 3 immersions se sont déroulées. Pour la première immersion, nous avons prévu un dispositif qui devait accompagner l'équipe développement durant 8 semaines. Et on avait prévu d'accompagner sur la zone de livraison du modèle Agile Fluency, c'est-à-dire la zone du continu delivery. Donc ici, vous avez les menus que nous avions confectionnés pour accompagner l'équipe de dev. Donc on avait prévu d'accompagner sur des éléments techniques pour permettre les devs de monter sous la nouvelle plateforme ainsi que la nouvelle stack technique associée, mais surtout sur un ensemble des pratiques essentielles pour faire du continu delivery, telles que le TDD, les pair programming, les mob programming, la mise en place d'une stratégie de test complète et automatisée, ainsi que la mise en place d'un pipeline. Donc, dès le départ de l'accompagnement, on s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose, plutôt on avait oublié quelqu'un. En effet, les PO, qui avaient rédigé la plupart des US bien amont du démarrage du développement, il avait mis dedans des US de la conception technique, de l'algorithmie et même du pseudocode. Donc vous pouvez imaginer que les US ils étaient vraiment très grosses et assez verbeuses. Et conséquence de ce travail en silo, du coup le développeur il maîtrisait pas du tout le métier. Donc on s'est rendu compte que le PO il était vraiment très déstabilisé par l'immersion et nous avons dû improviser un accompagnement qui était centré autour de 3 points. Premier point, clarifier la frontière des responsabilités entre les PO et les développeurs. Donc les PO doivent être responsables du pourquoi, c'est-à-dire la valeur, et du quoi, c'est-à-dire les besoins, et les développeurs sont responsables du comment implémenter, répondre à ces besoins. Deuxième point de l'accompagnement, on devrait faire le nécessaire pour que le PO soit capable de rédiger des US qui tiennent dans un sprint d'une semaine et des US légères afin d'encourager l'expression du besoin à l'oral qui est beaucoup plus efficace et rapide que l'expression écrite dans ce sens-là. Et troisième point, faire comprendre au PO qu'il était essentiel de faire monter en compétence le développeur en ce qui concerne le métier. Et pour cela, nous avons on avait improvisé une séance de vente storming qui d'ailleurs avait très bien marché. L'accompagnement a été très bénéfique pour les développeurs, donc ils livraient en production à chaque fin de sprint. Donc on peut dire que livrer en production pour cette équipe est devenu un non-événement, ce qui est un marqueur clé du continu delivery. Et cerise sur le gâteau, cette équipe a capitalisé les apprentissages de l'immersion et ils ont pollinisé toutes les équipes de son département. Donc en termes d'apprentissage, nous avons retenu, bien sûr, il était essentiel d'accompagner les PO en même temps que les développeurs.
Il y a eu un consensus que 8 semaines, c'était trop long, donc trop impactant au niveau personnel. On devait se déplacer pendant 8 semaines. Et aussi, c'était très difficile, trop contraignant au niveau du planning de l'équipe, bloquer l'agenda d'autant de personnes pendant 8 semaines. Dernier apprentissage, donc nous nous sommes rendus compte que quand on tenait les claviers pendant les séances de pair programming, de mob programming, on allait trop vite, de façon inconsciente. Donc on s'est dit que c'était pas terrible au niveau de l'apprentissage. Donc on a décidé que pour les séances, on ne devrait pas intervenir. On devait piloter cette séance juste à l'oral. Pour la deuxième immersion, donc, nous avons modifié les dispositifs afin de prendre en compte les apprentissages de la première immersion. Pour cela, nous avons embarqué les PO dès le départ dans le dispositif. Nous avons réduit la durée d'accompagnement de 8 à 4 semaines et nous avons confectionné donc, un programme spécifique pour les PO afin de prendre en compte la particularité de ce métier et l'adapter à un contexte de continu delivery, c'est-à-dire un contexte des itérations courtes dans lesquelles les US doivent être petites, mais en apportant tout de même de la valeur. Donc les résultats qu'on a obtenus dans cette deuxième immersion, c'était un peu mitigé. En effet, l'accompagnement, les dispositifs que nous avions prévus pour les PO, n'a pas réussi à les embarquer au 100%. En effet, on n'a pas réussi à leur donner envie et à faire comprendre l'intérêt de la démarche. D'autres problèmes que nous avons observés, nous n'avions pas prévu d'accompagner l'OPS. Comme Christophe l'avait dit, il y avait un OPS qui a été décidé qui travaille main dans la main avec l'équipe. Donc, résultat, de ne pas avoir inclus dès le départ. Donc, pendant un mois, il a été on va dire, de facto écarté de la vie de l'équipe. Et d'autre part, il n'a pas pu profiter des apprentissages, de la nouvelle dynamique que l'équipe avait. Nous nous sommes rendus compte à ce moment-là des problèmes que nous n'avons pas pu adresser pendant l'immersion. En effet, l'écosystème autour de l'équipe peut nuire à la capacité de l'équipe à faire du continu delivery. Plus précisément, les périmètres de cette équipe étaient trop réduits et son architecture disposait des plans de dépendance externes qui les empêchaient de livrer en production en toute autonomie. Donc, au résultat de ça, après l'immersion, nous avons constaté que les rythmes de livraison avaient drastiquement chuté. Et on peut se dire que pour cette équipe-là, livrer en production restait encore un événement. Malgré tout, il y a eu quand même des succès. L'accompagnement a permis aux PO de rédiger des petites US qui étaient nées dans des sprints d'une semaine. Et ça a permis aussi aux développeurs de monter correctement en compétences dans la partie technique ainsi que au niveau des pratiques de continu delivery. Et au passage, ça nous a permis d'entériner que le choix de réduire l'immersion, la durée à 4 semaines, c'était un bon choix. En termes d'apprentissage, nous avons retenu qu'il fallait accompagner différemment les PO afin de les embarquer davantage. Nous avons pris conscience qu'une équipe forme un système et que tous les acteurs, pas seulement les PO et les développeurs, ils ont une influence très importante et que ça serait vraiment intéressant de les embarquer dès le départ. Nous nous sommes rendus compte également que, en fait, on partait du prédicat que la maîtrise de l'équipe dans le sens du Scrum était acquis. Mais nous nous sommes rendus compte que plusieurs fois, on devait animer et piloter l'organisation de l'équipe. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de inclure une petite piqûre de rappel de la méthode Scrum dès le départ de l'accompagnement. Et le dernier point que nous avons retenu, c'est qu'en effet, l'écosystème autour de l'équipe peut vraiment être problématique pour faire du continu delivery. Et que si c'était possible, on devrait l'influencer, l'écosystème, tout au début de l'immersion.
Pour la troisième immersion, donc nous avons encore faire évoluer le dispositif. Nous avons inclus tout le monde, donc les devs, les PO, l'Ops, l'expert test, les Scrum Masters, les chefs de projet. Nous avons introduit des entretiens individuels, comme Christophe l'a dit, afin de pouvoir capter leurs envies, leurs craintes et adapter le dispositif au mieux. Nous avons décidé également d'augmenter les périmètres d'accompagnement à la zone valeur du modèle Agile Fluency. Pour cela, nous avons modifié les dispositifs pour les PO et nous avons décidé de les accompagner sous la valeur, la mesure et les liens startup. D'autres choses que nous avons modifiées, c'était le fait de vouloir aussi accompagner dans la zone équipe du modèle. Pour cela, nous avons ajouté un troisième menu prévu pour les Scrum Masters, les chefs de projet, afin pas seulement de faire une piqûre de rappel de la méthode Scrum, mais aussi de s'assurer qu'on allait disposer, on allait laisser des acteurs qui allaient garantir que l'équipe ne régresse pas, mais surtout qu'elle continue de progresser. Juste une question, quand vous dites cal, justement, vous avez mis quoi en place? Pardon, je par les cals pour éviter de régresser. Donc, sur les cales, en fait, c'est une image par rapport à la route des mines. Vous voyez la route des mines, le PDCA, le plan de jetpack. Ouais. Cette roue, en fait, on l'a fait monter sur une côte et en fait, on essaye de trouver des cales pour éviter qu'elle régresse. Donc l'analogie, déjà, elle est là-dessus. Et les cales, en fait, on a fait un atelier avec l'équipe pour identifier ces cales-là. Et il y en avait plein, en fait. Des cales, on en a partout. L'agile, c'est fait que de cales. Donc c'est la définition of done, c'est la définition of ready. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les cales? On avait la stratégie de test, il y avait certaines règles d'équipe où on leur a fait prendre conscience, on leur a dit vous allez voir, vous allez vouloir régresser sur le pairing et sur le TDD. Vous allez vouloir le enlever en fait. Et donc il y a eu une vraie discussion là-dessus et l'équipe a décidé de mettre une règle en disant bah non, ça fait partie de nos règles d'équipe et on ne transigera pas, on fera du pairing, peut-être qu'on réfléchira sur à quel moment le faire, mais on ne voudra pas régresser là-dessus. Donc c'est prendre conscience que l'équipe va régresser dans le temps et donc essayer de mettre des cales et de les anticiper. Donc il y en avait toute une liste, on en avait pléthore en fait. Donc pour la troisième immersion, les résultats ils étaient tellement bons que on était très contents du résultat au moins, que nous sommes posé la question, sommes-nous enfin arrivés au rivage du contenu livré avec cette équipe? Parce qu'en effet, donc, le rôle du PO a été vraiment modifié. Donc celui-ci, en fait il y avait deux PO d'ailleurs, et se sont concentrés sur la responsabilité principale, c'est-à-dire la maximisation de la valeur produite, tout en rédigeant des petites US et en collaborant très efficacement avec les développeurs. Ils ont pris tellement de confiance qu'ils se sont permis de challenger la valeur attendue du projet. Ils ont mis en place des ateliers avec les utilisateurs finaux. Et surtout, la chose qui nous a plus bluffé, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un boucle de feedback opérationnel avec le métier. En effet, les métiers venaient chaque semaine après la mise en prod lors de la démo. Et il y avait un échange vraiment fluide dans lequel le métier il émettait des retours et l'équipe les prenait en charge pour l'adapter et peut-être livrer la semaine prochaine. En ce qui concerne les développeurs, donc on a réussi à embarquer correctement tous les membres, on va dire techniques de l'équipe. Et à niveau des livraisons, ils continuent même à livrer à chaque semaine. Donc on peut dire que pour eux, tout allait super bien. Et en ce qui concerne l'équipe, l'équipe a vraiment pris confiance. On a retrouvé les mêmes problèmes pendant la deuxième immersion. L'écosystème n'était pas favorable. Il y avait un choix d'architecture qui était décidé bien en amont de l'équipe, qu'il fallait utiliser un nouveau composant qui allait être livré 9 mois après le démarrage de dev de cette équipe. Donc ça veut dire que pour faire du contenu delivery, c'était raté. Et du coup, ils se sont permis de challenger ces choix. Donc, ils ont trouvé un autre composant existant. Et du coup, ils ont décidé de le changer. Donc, ils ont remonté, escaladé cette décision. Et du coup, ils ont pu, dès le départ de l'immersion, livrer en production
et on va dire amener de la valeur. Et une autre chose, c'est qu'on a constaté que même après l'immersion, ils ont mis en place une culture d'amélioration continue. Et en effet, ils ont intégré des cérémonies qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment de les aider là-dessus, comme les 3 amigos. Et on les a suivis pendant un moment, pendant les démos, et on a observé que le nombre de US livrés en production a augmenté de semaine en semaine. Donc en termes d'apprentissage, pour cette 3e immersion, nous avons décidé qu'il fallait vraiment, en amont de l'immersion, voir s'il y avait des marges de manœuvre pour challenger l'architecture et les périmètres de l'équipe, parce que sans ça, l'équipe ne sera pas capable de faire du continuous delivery. Et à tel point qu'il faut qu'on prenne en charge ça, parce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'un investissement aussi coûteux qu'une immersion, pendant 4 semaines, est-ce qu'il vaut le coup de le faire sur une équipe qui ne pourra pas faire du continuous delivery et ne pourra pas vraiment se transformer finalement, quoi. Donc, je te laisse appeler Jérôme. Merci. Donc, on arrive sur la petite conclusion. On a juste 4 idées dans cette conclusion, 3 que vous connaissez, plus une bonus. Alors, vous vous souvenez, l'objectif, c'était ça, c'était de voir si on pouvait se transformer pour de vrai, et donc en profondeur, et puis durablement. Et donc, pour faire ça, on pense qu'en fait, on a 4 apprentissages de notre côté. 4 choses qui nous semblent vraiment importantes à saisir. La première, en fait, c'est l'accompagnement sur ces 3 zones à la fois. Ça nous semble être vraiment important, parce qu'il y a des liens entre ces zones-là, et ça nous semble vraiment une opportunité à prendre, et beaucoup plus efficace de travailler sur ces 3 zones en même temps que de travailler juste sur la zone livraison. Il y a un autre élément, c'est que la zone livraison, elle préoccupe beaucoup les développeurs. On a beaucoup de travail à faire avec eux. On a un peu de travail à faire avec les PO, et on a besoin de faire ce travail-là. Mais par contre, il y a peu de changements de comportement ou de pratiques à acquérir côté PO pur. Et par contre, c'est vraiment l'opportunité, du coup, de se focaliser sur la valeur avec eux pendant ce temps-là, sachant que livrer vite des petites choses sans être capable d'amener des éléments de valeur, ça ne sert à rien. Donc en fait, on a vraiment une opportunité à travailler sur ces 3 zones à la fois. Et on a une chance, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, comme on est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, c'est moi qui accompagne les PO, Rodrigo, Christophe accompagne sur la partie livraison, et puis tous les 3 on accompagne sur la partie équipe. En fait, cette pluridisciplinarité, elle nous aide vraiment à pouvoir faire ça. Ensuite, comme le disait Rodrigo, une équipe, c'est un système, avec plein d'acteurs, d'interactions entre ces acteurs. Et quand un acteur doit bouger un de ses comportements, ça va avoir nécessairement des impacts sur les autres, qui vont aussi devoir faire évoluer leur comportement. Et donc, il faut réussir à accompagner tout le système. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la bulle d'accompagnement. Petit à petit, on l'a agrandi jusqu'à l'équipe. Et même au-delà de l'équipe, parce que ce système équipe, il est confronté, il est induit en fait dans plein d'autres systèmes. Il peut y avoir plein d'acteurs extérieurs à l'équipe qui peuvent prendre des décisions et qui vont pouvoir freiner ou au contraire faciliter le travail de l'équipe vers cette transformation-là. Et donc on embarque de plus en plus des accompagnements, alors différents, mais avec que ce soit les architectes, ça peut être le management, ça a été ici là, le chef de projet, enfin on a plein de rôles comme ça, on apprend petit à petit à les accompagner au fil de nos immersions pour que le système le plus complet puisse être accompagné pour que l'équipe puisse se transformer durablement. Et la troisième chose, que c'est pour nous, les immersions, ça répond à une problématique particulière, c'est comment amener des experts dans une équipe sans être tout le temps là. On ne peut pas se permettre en fait, d'avoir des experts du continuous delivery ou sur la valeur tout le temps. Et donc pour nous, c'est plutôt efficace dans ce mode-là. On est dans un mode vraiment intermédiaire. Par contre, on est là pendant 4 semaines, tout le temps ensemble. Et ça nous semble vraiment efficace pour réussir à réellement permettre aux équipes de monter en compétences sereinement, suffisamment ensuite pour pouvoir continuer de progresser tout seul. Et puis le dernier élément ici, c'est que pour nous, c'est vraiment au poste de travail, donc sur la matière même des équipiers, c'est là en fait qu'on réussit à se former le mieux. C'est pas en travaillant sur des cas d'usage
un petit peu exotiques, etc., dans les formations plutôt classiques. Là, on prend vraiment leur quotidien et on va travailler sur leurs vrais US, sur leurs vrais sujets. Et ça, c'est vraiment un type de formation qui est très, très intéressant à réaliser. Plus c'est complexe, plus ça me semble adapté, en fait, ce type de formation. Et puis, dernière chose qui est un petit peu un bonus, c'est une citation, pour conclure. C'est une citation qu'on aime bien. Donc c'est « Si un œuf est brisé par une force extérieure, la vie prend fin. S'il est brisé par une force intérieure, la vie commence. Et les grandes choses commencent toujours de l'intérieur. » Alors pourquoi on met cette citation? C'est que là, on a parlé de transformation d'équipe, mais ce sont bien les équipiers qui se sont transformés. C'est bien eux qui ont décidé de changer leur façon de faire et de décider de comment changer. Nous, on est juste là, en fait, pour amener un cadre. On amène un cadre dans l'immersion. On amène notre expertise sur les différents sujets qu'on peut connaître, notre expérience. Mais voilà, on est juste un catalyseur de cette transformation et c'est bien ces équipes, les équipiers qui se transforment et c'est pas nous. Donc ça, je pense que c'était un point important à évoquer. Et voilà, c'est fini en tout cas pour la présentation. Donc...